Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous, ou devrais-je dire bonsoir. Troisième épisode du podcast Le Trèfle. Et je vous dis bonsoir parce qu'on enregistre dans la foulée de ce match 7 incroyable des Celtics face aux Bucks. On va essayer d'être le plus objectif et de garantir une belle qualité, mais on ne vous promet rien entre ceux qui sont encouragés avec de bonnes boissons gazeuses, on va dire, pas forcément, et je parle pas forcément de Kézak ou de Badois. Mais on va essayer entre la fatigue, l'euphorie de la victoire. En tout cas, on est là. Avec moi, Elias, Robin et Johan. Les gars, comment ça va? Bah ça va super, c'est le gros soulagement on va dire, mais on est content quand même, hein. C'était dur. Johan? Ouais. Bah écoute, ça va, ouais, carrément, comme Elias, ça va super. Je suis un petit peu, comme tu disais, là, le fait d'enregistrer juste après, je suis un petit peu sur un nuage. On va essayer de faire au mieux. Mais ouais, extraordinaire. Enfin, c'était tellement kiffant, c'était super, hein. Ah, mais on va revenir en long, en large, en travers, mais c'est vrai que je pense pas que beaucoup s'attendaient à cette physionomie-là de match. Et donc Robin, que vous avez entendu rapidement, qui en off nous envoyait des petits nudes à chaque à chaque gros shoot d'un joueur. Donc cette fois-ci, vous aurez pas vous les nudes, hein. On verra plus Que tard. pour mes VIP. Que pour mon VIP. Bah, Ça tout va, va Robin? bien, moi. Très heureux. Très heureux. Et content d'être avec vous pour en parler aussi, donc c'est cool. Nickel, nickel. Bah, les gars, on va se lancer tout de suite avant d'essayer de faire redescendre la pression et de rentrer dans des analyses un peu plus poussées, on va dire. Question bête, des premiers ressentis à chaud du match, de manière générale du match, de la série, voilà, de tout ce que vous avez pu voir sur cette série et sur le match de ce soir. Je sais pas qui veut se lancer en premier. Moi je vais me lancer. Le Vas-y. premier ressenti à chaud que je pourrais dire, c'est que on va dire que Tatum a confirmé. Il a fait une énorme série contre les Nets. Il est allé face à KD d'une très belle manière. Même si bon, Giannis reste le meilleur joueur sur le terrain presque tous les matchs. Je pense pas au Game 7, mais sinon tous les matchs c'est Giannis le meilleur joueur. Mais Tatum confirme. Il a été très très impactant sur beaucoup d'aspects, on va dire. Défensivement, il a été présent. Il a beaucoup fait tourner le ballon comme il fallait, surtout certains matchs. Et il a fait un énorme Game 6 quand il fallait vraiment. Donc c'est le premier ressenti entre guillemets, c'est ce truc-là, c'est que Tatum est une superstar qui le confirme en playoff 2 séries de suite, quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'en plus, il a été là, on en a l'habitude. On sait que Tatum, c'est pas forcément quelqu'un qui se cache dans les moments où les Celtics ont besoin de lui. Et même là encore, sur le match de ce soir, donc du match 7, pour ceux qui vont écouter le podcast demain, il est là pour créer l'écart, en fait. Et après, l'équipe euh, continue à creuser l'écart même quand il est sur le banc, mais c'est vrai qu'il se cache rarement. Johan, toi, ton ressenti sur la série, sur le match? Bah écoute, mon ressenti sur le match de ce soir, c'est surtout la surprise parce que, bon, comme tu disais, évidemment, personne s'attendait à ce que ça tourne comme ça. Mais je suis assez surpris du match de Yanis au final, même si, comme disait Elias, c'est sûr qu'il a été le meilleur joueur sur le terrain pendant 6 matchs. Mais là, ce soir, alors est-ce que c'est la fatigue? Parce que c'est vrai qu'il en a beaucoup, beaucoup fait sur les 6 premiers matchs. On va pas dire qu'il était tout seul, mais c'est vrai qu'il avait peut-être pas assez de soutien. Est-ce que c'est la pression aussi de voir que l'écart augmente, que le temps baisse sur l'horloge et qu'il commence à se dire que cette fois-ci ça marchera pas? Mais ouais, sur la deuxième mi-temps, la fin de match de Yanis, surpris, vraiment.
Robin? Euh, Sur l'ensemble de la série, je suis surpris. Je m'attendais à une série hyper physique. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi physique. J'ai été vraiment surpris de la part de n'importe quel acteur, euh, de la, vraiment du volume physique qu'ils ont mis sur les 7 matchs, et vraiment de la part de tous, de n'importe quel joueur, que ce soit Celtics, Bucks, etc. Et, et malgré tout, du coup, de la qualité technique qui s'en est suivie. Euh, Parce que on n'a pas non plus eu des purges où c'était vraiment que de la boucherie, du rentre-dedans, etc. Et je trouve que vraiment, que ce soit n'importe quel supporter, on a quand même mangé Gucci sur cette série. On a vraiment vu une très belle série. Et me concernant, depuis que je supporte les Celtics, je pense que c'est la série où j'ai vu le plus de niveau. Ça fait 5 6 ans maintenant que je regarde les Celtics. Je crois que c'est, ouais, avec l'adversaire le plus fort et, et les Celtics, l'équipe des Celtics la plus forte que j'ai eu la chance de supporter. C'est vrai que comme tu l'as dit, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur le fait qu'il y a eu des grosses défenses des deux côtés, beaucoup Ouais. d'intensité, très, très physique. Et très souvent, quand c'est comme ça, il y a beaucoup enfin, des matchs avec de mauvais pourcentages, beaucoup de C'est shoots, du c'est déchet, ouais. parfois, ouais, beaucoup de déchets, c'est exactement ça. Et au final, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop ça. On n'a pas eu de, comme tu l'as dit, de purge. Il n'y a pas eu un match. Alors, bien sûr, il y a des moments où les attaques des deux côtés, ça tournait pas. Mais en même temps, quand tu joues avec une telle intensité en défense, tu peux pas demander aux joueurs en attaque de tourner à 70% à 3 points. Alors, sauf quand tu t'appelles Grant, Ray Allen, Williams. Mais sinon, en temps normal, les joueurs plus basiques, non, tu peux pas leur demander Les gueux. d'être parfait offensivement. Donc ouais. Non, très, très intéressant. Je pense qu'on est tous satisfaits évidemment de la victoire, mais je pense tous satisfaits de l'opposition aussi. J'ai fait un tweet justement, le match n'était même pas fini, mais pendant le garbage time, où je disais que pour avoir une grande série, il faut avoir deux grandes équipes et pas une seule. Et c'est vrai que là-dessus, on peut tirer notre chapeau aux Bucks. Je sais pas qui va vouloir commencer là-dessus. On va attaquer direct dans l'analyse plus poussée, on va dire. Pour vous, c'était quoi le tournant du match, ce qu'on appelle souvent la clé de la série, vraiment le tournant de la série, vraiment la chose qui pour vous a fait dire bah ok ouais les Celtics sont quand même au-dessus. Ouais, Joanne. Bah, encore une fois, je vais peut-être me répéter un petit peu, mais je pense que ce qui a pu faire la différence, c'est le fait que, sans aller jusqu'à dire que Giannis faisait tout, c'est vrai qu'il était quand même très clairement au-dessus chez les Bucks, alors que nous, je pense qu'on a su plus se relayer. On a eu une très très bonne série de Al Horford, on a eu une très bonne série de Marcus Smart, Jaylen Brown a été aussi très bon. Bon, Tatum évidemment, mais voilà, là où je pense que eux, ils se sont appuyés en grande partie sur leur superstar qui a fait la quasi-totalité du taf, même s'ils ont eu un excellent Jrue Holiday, un Brook Lopez qui a pu être bon, et puis ils ont eu des joueurs qui ont eu des fulgurances, mais globalement, je pense que, je ne sais pas si c'est la clé de la série, mais je pense qu'un truc qui a pu faire une vraie différence, ouais, c'est que chez nous, on va dire que les gros joueurs ont répondu présent. Je dirais pas chacun leur tour, mais disons qu'ils ont pu, ils ont pu, voilà, à l'image de Horford par exemple, parce que c'est celui qui me vient en tête le plus, se montrer quand il y en avait vraiment besoin. Et ça n'a pas été cette série un duel Tatum Antetokounmpo, quoi. Ça a vraiment été chez nous, je pense, quelque chose de plus complet. C'est vrai. Robin, tu voulais réagir? Moi, j'ai trouvé, notamment à partir du game 2, où déjà on a un changement de système défensif. C'est-à-dire qu'on voit sur le game 1 on se fait attraper parce qu'on utilise exactement la même chose que ce qu'on avait utilisé sur Durant. C'est-à-dire qu'on a essayé des prises à deux très très rapides, des stuns, etc. Et qu'en fait, il avait carrément la qualité pour nous punir. Et le shoot autour de lui pour nous punir parce que bah, forcément, quand on laisse des tirs ouverts à cet effectif, et ben, on avait payé cash. Et dès le game 2, en fait,
on voit qu'on bascule sur un autre schéma, hein. Donc on a doublé de temps en temps Giannis, mais pas de façon automatique, et on lui a surtout mis 2 bodyguards réguliers dessus, et je pense qu'on en reparlera plus tard, mais qu'on fait une série extraordinaire, qui sont donc Grant Williams et Horford. Et du coup, après, clairement, on a pu aussi s'occuper de ce qu'entourait Giannis à la preview avec Elias, quand j'en avais parlé, en disant que voilà, ils avaient des shooters qui étaient capables, mais je voyais pas de shooters élites et qu'il fallait absolument qu'on les embête. Et du coup, je pense que dès le Game 2, on s'attelle à ça. Et on voit bien que sur la série, ils sont en dessous de leur norme de saison, quoi. Donc je pense que ça, c'est un vrai tournant sur cette série. Est-ce que l'échantillon est tellement faible que on se dira que c'est passé sur ces petits matchs, etc. Peut-être. Mais malgré tout, je pense que c'est un vrai choix fort d'Ime et qui est récompensé sur une série comme celle-ci. On va en revenir sur les adaptations tactiques, parce que c'est, je pense, un gros tournant aussi de la série. Mais Elias, justement, alors Robin, il parlait de statistiques. C'est quelque chose qu'on avait noté avant le début de la série, et même après le match 1. Les Bucks, contrairement aux Nets, on va dire que Giannis était mieux entouré en termes de supporting cast. On sait que des Pat Connaughton, ça peut shooter, des Grayson Allen, des Bobby Portis. Au final, ils ont eu un match, le premier match, où ils rentrent beaucoup de shoots. Après, comme l'a dit Robin, on s'adapte et on défend beaucoup mieux sur eux. Et après, ils rentrent plus un shoot, même certains shoots ouverts d'ailleurs, qui rentraient plus. Je sais pas si tu as les stats, Elias, sous les yeux qui confirment ça, ou c'était juste une impression visuelle. Déjà, c'est pas qu'une impression visuelle. Rien qu'au Game 7, les Bucks ont mis 3 points sur tout le match. C'est-à-dire que par exemple, c'est autant que Peyton Pritchard, qui en a mis 4, ou 2 fois moins que Grant qui en met 7 ou 8. 7. Voilà. Donc sur le Game 7, bon, c'est pas que notre défense, hein, il y a eu clairement un problème de leur côté. Mais on a réussi à pas mal éliminer leur tir à 3 points. Je me souviens d'un match. Attendez, j'ai ça sous les yeux. Le match 3, ils sont à 3 sur 18 à 3 points. Bon, c'est pas beaucoup. 18 tirs tentés, mais ils en mettent que 3, ils en tentent que 18. Je pense qu'on a fait un bon travail sur les matchs qu'on a gagnés pour vraiment limiter les tirs à 3 points. Et d'ailleurs, sur les 18, il y en a 10 de Antetokounmpo et Holiday. Donc vraiment, le supporting cast, on a réussi à le limiter. Et je pense que ça a été, comme l'a dit, il me semble, Robin, on est sorti du match 1, on a tout de suite compris qu'il fallait pas prendre Giannis à 2. Ça marchait pas, il était trop fort, entre guillemets, pour distribuer le ballon, trouver les bonnes passes. Il avait 12 assists au game 1 pour 12 tirs à 3 points des Bucks. Et donc je pense que ça a été ça. Les ajustements défensifs ont été très bons des deux côtés du terrain. Enfin, des deux côtés pour les Bucks et les Celtics, mais je pense qu'on a fait un peu plus le travail dans cet aspect-là. On a réussi à, entre guillemets, limiter Giannis. On l'a pas limité, mais on a réussi à trouver les moments où profiter de certaines de ses faiblesses, notamment physiques, où il peut pas jouer 48 minutes et il a eu du mal à finir les matchs, souvent. On l'a vu en fin de troisième quart-temps, en début de quatrième quart-temps, souvent, il était un peu plus absent. Et ça, on a pas mal profité de ça. Donc, je pense que ça a été ça, entre guillemets, les clés de la série. Ça a été de sortir fort de la mi-temps. On était rarement beaucoup de devant à la mi-temps et on a réussi à utiliser l'avantage qu'on avait de notre effectif. On pouvait beaucoup tourner le ballon. On ne donnait pas le ballon à une seule personne. Là où les Bucks, si Giannis était pas en mode superstar on va dire, à prendre tout le monde en transition et à faire ce qu'ils voulaient, entre guillemets, ils avaient plus de mal à trouver leur attaque placée. Et là, on a réussi, je pense, c'est là qu'on a pris l'avantage, surtout quand on voyait que on perdait beaucoup de ballons. Et c'est là qu'on prenait beaucoup de points. J'ai pas des stats précises sous les yeux, mais c'est là que les Bucks réussissaient à rester vachement collés à nous. C'était les points en transition qu'ils arrivaient à prendre. Donc voilà, je pense que ce que je viens de dire, c'était les limiter. C'est vrai que, et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'au début, en tout cas, personnellement, au début de la série, quand on voit les effectifs sur le papier, on pourrait facilement se dire que l'effectif des Bucks est beaucoup plus profond en termes de role player. On en a parlé de Connaughton, Grayson Allen, Portis. On pouvait s'attendre à
un effectif qui était plus ouvert autour de Yanis. Et au final, on a vu que Yanis était vite isolé. Ça me permet de venir te parler des coachs. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de la part de Budenholzer de ce côté-là? Et à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas eu je sais pas si on peut dire une masterclass, mais un gros boulot qui a été fait du Doka d'un point de vue tactique, comme l'a dit Robin déjà entre le match 1 et le match 2 d'un point de vue défensif, mais même au niveau des rotations ou des utilisations de joueurs, on a vu Derrick White utiliser notamment sur les 2-3 derniers matchs, utiliser beaucoup plus balle en main. Est-ce que il n'y a pas eu comme on dit souvent, un out coaching de la part du Doka sur Budenholzer sur cette série? Euh, Alors moi, en ce qui me concerne, je pense qu'il faut pas être trop dur avec Bud parce que enfin, il avait quand même pas son deuxième meilleur joueur, qui lui amène énormément de solutions, un spacing, qui en plus a l'habitude de nous rosser bien comme il faut. Donc du coup, je pense qu'en termes d'ajustement, notamment offensif, etc., on a forcé Giroud à être une seconde option offensive, ce qui n'est pas. Il a réussi sur quelques matchs à donner satisfaction, etc., etc. C'est aussi ce qui fait que la série va en 7. Mais ils étaient limités de base. Ils avaient une énorme perte qui était très compliquée à combler des deux côtés du terrain. Je trouve que défensivement, Wes Matthews fait une série absolument dingue, malgré la série Tatum, etc. Et que sur le plan, en tout cas défensif, ils ont quand même réussi à faire des très belles choses. Il y a des ajustements que moi j'ai trouvé très intéressants. Offensivement, je suis pas sûr qu'ils peuvent vraiment mieux faire. Nous, on a connu le fait d'avoir une deuxième option au moins l'année dernière. Euh, et on sait comme ça peut faire mal et à quel point ton jeu offensif devient plus lisible. Donc, je pense que ça a aidé aussi Udoka à s'adapter. Ça ne lui enlève pas du tout le mérite qu'il doit avoir et qu'on doit lui créditer. Parce que de son côté, effectivement, les ajustements sont faits rapidement, dès le game 2. Et après, il y a plein de petites choses qui sont mises en place de sa part. Par exemple, le fait que ce soir, Robert Williams joue pas. Je trouve que c'est assez couillu de sa part. C'est-à-dire que il sait quand même Alors que qu'il était disponible. c'est ça. Alors qu'il était dispo, Thaïs ne fait pas un début de match qui me plaît, me concernant. Sur la toute première entrée qu'il fait, je suis pas fan. Et alors, par contre, derrière, il t'envoie des séquences sur des pick and roll gérés à la perfection, de la dissuasion, des trucs comme ça, etc. Et je trouve qu'il le fait très bien sur sa deuxième rentrée. Et typiquement, par exemple, Udoka aurait pu dire, bon, bah, stop, on est Game 7, c'est mon premier à la maison. Les 2 premières minutes sont pas bonnes. C'est quoi, je tente robe et puis on repart sur quelque chose qu'on savait faire. En fait, tout le long de la série, je trouve c'est vraiment, il donne l'impression d'avoir foi en son groupe, de bien connaître son groupe, et il utilise les gars, quoi, malgré certaines contre-perfs ou quoi. Je trouve vraiment qu'il a réussi à maintenir ses gars dans le flow, à l'image de Grant Williams. Grant Williams, ça faisait 2 matchs où il était moins performant que ce qu'il a pu nous montrer sur la série. Et puis malgré tout, Il il est s'est un peu maintenu dans le rattrapé, 5. je crois. Et je crois que ce soir, il a donné satisfaction, quoi. Léger. Il a légèrement donné satisfaction, Grant Oui. Williams. Mais je pense qu'on en reparlera quand on abordera les surprises ou les choses qui nous ont vraiment plu. Elias, ouais, tu voulais réagir? Ouais, pour rajouter un peu sur cette question de Udoka Bud, j'ai trouvé que il y a eu quelques trucs que Bud a vraiment mal fait entre guillemets. Les quelques matchs où Georgie n'était pas encore revenu de blessure, c'était Jevon Carter qui jouait à sa place. Et là, ils avaient quelque chose de très très intéressant. Ils arrivaient avec Jrue Holiday et Jevon Carter à complètement nous empêcher de monter le ballon facilement, full court. C'est-à-dire qu'on arrivait avec le ballon à chaque fois à 16 secondes en attaque. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était très embêtant. Et là-dessus, dès que Georgie est revenu, on n'a plus du tout revu Jevon Carter. Ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre de la part de Bud parce que c'était une très très bonne option défensive et il faisait le taf offensivement là où Georgie il a vraiment pas servi à grand chose, hein, honnêtement. Et donc ouais, là-dessus, je trouve que Bud a été un peu il est connu pour pas aimer faire des ajustements, donc voilà. Mais j'ai aussi vu quelque chose de que j'ai beaucoup aimé, c'est la line-up avec White la line-up small ball avec Horford en 5
et Smart, White, Brown, Tatum, qui a beaucoup marché, notamment en fin de match. C'est pas évident de faire jouer cette line-up parce que bon, White tirait pas très bien à 3 points, etc. Mais la line-up a beaucoup marché et ça j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y allait très souvent en début de match. On voyait Grant souvent sortir au bout de 4-5 minutes dans le premier quart-temps et directement White rentrer à sa place. Et j'ai trouvé cette line-up vraiment impactante. J'ai pas de stats sous les yeux, mais certains ajustements offensifs aussi de la part de Udoka qui étaient très bons là où Bud m'a pas convaincu. Mais après c'est sûr Elle qu'il avait était des beaucoup plus ratings limité. excellentes de mémoire, ta line. Ouais, Je je, les je ai vus crois qu'elle a des j'ai très vu bons ratings. passer J'ai les rien sous les ratings, yeux, que ce mais soit offensif ou défensif. Ils étaient excellents. ouais, clairement. Je crois d'ailleurs que même, alors c'est pas que grâce à White, mais je crois que White a le meilleur rating ou le meilleur plus-minus des Celtics sur l'ensemble des playoffs. Ouais, il avait un Alors, excellent plus-minus. Ouais. alors moi personnellement, je suis pas fan du plus-minus de manière générale. Je trouve que c'est une stat qui veut un peu tout et rien dire si tu la prends hors contexte. Et d'ailleurs, White l'illustre parfaitement parce que White il fait des playoffs catastrophiques contre les Nets. Même les 2 premiers matchs contre les Bucks, c'est vraiment pas fou. Et en fait, c'est vraiment les 3-4 derniers matchs où il est, bah, comme j'ai dit, il est plus utilisé balle en main. Et en fait, on voit que bah, c'est vraiment ce qui lui convient le mieux et qu'en fait, bah, un joueur qui a pas de shoot, c'est bien de pas l'utiliser en tant que catch and shooter dans le corner. C'est pratique. On a vu ça au Euh, match 7, hein, il finit avec 1 sur 6 à 3 points, 1 sur 10 dans le oui, match, voilà. c'était pas exceptionnel. Après, il a rentré un 3 points très important pour nous. Je crois qu'il nous remet à plus 13, quelque chose comme ça à la fin du troisième quart-temps, donc c'était. Voilà, mais 1 sur 6, c'est pas impressionnant. Ouais, et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que c'est le match, pour moi, c'est le match 5 et le match 6 où il est vraiment bon. C'est vraiment les 2 matchs où il est vraiment bon dans son utilisation, beaucoup plus de pick and roll, d'initier, etc. Et c'est étonnant de le voir dans le match 7 être plus utilisé justement. Alors, est-ce que c'est une demande du Doka ou est-ce que c'est lui qui a pas voulu driver et qui a plus tenté le shoot à 3 points? Je sais pas, mais c'est assez étonnant. Johan, je sais pas si tu veux revenir un peu sur la partie tactique, sur Udoka, sur voilà, s'il y a quelque chose qui t'a plu là-dedans. Non, bah, enfin, oui, il y a des choses qui m'ont plu, mais j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que vous avez dit l'essentiel, je pense. C'est vrai que, comme disait Robin, le changement après le Game 1 où tu vois que se mettre à 2 sur Yanis et que derrière il a qu'à faire la passe aux copains pour que ça pleuve à 3 points, de vite rectifier ça, ça a été une bonne chose, c'est clair. Mais voilà, en dehors de ça, tout le reste a été dit, je suis d'accord. Ça marche. Bah, on va passer aux surprises. Enfin, je dirais plutôt aux choses positives. Qu'est-ce qui vous a, oui, surpris ou qu'est-ce qui vous a vraiment plu dans cette série? Un joueur, une stat, un match en particulier ou je sais pas qui veut se lancer. Vas-y, Johan, t'as le micro Ouais, ouvert, je eh t'en ben, prie. alors moi, un truc qui m'a bien plu, c'est c'est ce match. Mince, du coup là, j'ai un trou. Je sais plus lequel, mais pardon. Chez nous ou aux Bucks? Non, celui qu'on a gagné alors qu'ils avaient l'avantage. C'est le Game Bah, 4, je crois. C'est c'est le le 5. quatrième, hein. Le 5, ils sont à 3-2 quand on gagne. Le match 6, pardon, chez eux. Non, mais moi je crois que je parle quand on revient à Le match 2-2, 4 quand encore ils une étaient fois. à 2-1 et quand on revient à 2-2 chez eux. Ouais, Hmm. voilà. Désolé pour le petit blanc. Ouais, ce Game 4 qui m'a bien plu. Je me souviens à un moment je crois qu'ils passent à quelque chose comme 11 points d'avance. Et là, il y a un temps mort. Il y a Giannis qui part en faisant une petite danse de la joie. Et là, j'étais dans un espèce d'état où j'avais envie de balancer un truc dans la télé. Et c'est le match où Horford fait ce match extraordinaire, donc la fois où, Ah bah c'est celui où il met 30 points là. oui, voilà, c'est ça. Et donc où Giannis prend la technique après lui mettre après lui avoir mis un poster, que du coup Horford le regarde genre ah ouais, ok. Et comment le match a tourné après cette force qu'on a eue de renverser un match comme ça alors qu'ils sont chez eux, ils sont tranquilles, ils ont 11 points d'avance, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on doit être au milieu du troisième quart-temps. Et le fait je crois que c'est 50-32, je l'avais tweeté, donc de mémoire, ça doit être ça. À partir de ce moment-là, tu leur mets un 50-32, voilà, notamment avec le match extraordinaire d'Horford. Je sais que ça a dû faire plaisir à Robin en plus.
Donc ouais, c'était vraiment le moment que j'ai le plus apprécié dans cette série, moi. Bon, avec le game 7 évidemment, mais là, j'essaye de parler un peu d'autre chose quand même. Les gars, un match, un joueur, quelque chose qui vous a plu dans cette série? Je pense qu'il y en a, il y a un joueur dont il faut parler. Je sais pas si l'un de vous veut en parler. Euh, Il y a, il y a- il y a vraiment beaucoup de choses en fait qui sont très intéressantes dans cette série quand même. Déjà, il y a le fait qu'on a battu un autre type d'adversaire. On avait su faire face à une armada offensive avec les Nets. Là, on a eu, enfin, il y a quand même un champion en titre qui est venu nous défier avec une qualité athlétique hors norme et un profil de franchise player assez unique. On a su répondre collectivement avec un franchise player, comme l'a dit Elias, qui est toujours aussi consistant et qui ne fait que performer et continuer à confirmer. Après, forcément, Grant Williams, euh, Grant Williams fait une série bien au-delà du niveau où on y attendait, même après les Nets. Je pense que ça c'est encore meilleur que les Nets, même s'il y a deux matchs où il est moins bon, mais les matchs où il est vraiment fort, il est assez incroyable. Et puis, je vais même parler du binôme. Le binôme qu'on a mis sur Giannis est complètement fou. Enfin, entre un gamin qui a 3 ans en NBA et l'autre qui pourrait être en EHPAD, enfin, moi, je trouve ça incroyable, la série qu'ils ont fait sur n'importe quel aspect du jeu, que ce soit offensivement, quand on avait besoin de spacing, on les a retrouvés avec des pourcentages fous. Horford, ça rentre pas dans le 6 et dans le 7. C'est pas grave, je défends le plomb. J'ai des box-out de fou, toujours bon. J'ai 4 blocs, je crois, dans le game 6. Enfin, c'est vraiment des gars qu'on su peser et c'est très bien pour la suite d'ailleurs. On sent qu'on sait s'adapter et que nos joueurs, à l'image aussi de Derrick White par exemple, euh, ne dépendent pas que d'une chose pour impacter un match. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Des soirs où ils mettent pas dedans, et ben il y a d'autres choses qui peuvent amener tout ça et ils sont pas unidimensionnels. Et pour entourer nos franchise players, je pense que c'est la meilleure nouvelle de la série. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, le fait de souvent les role players, on les attache à des rôles justement assez particuliers, un On a fait des spécial. spécialistes, C'est exactement. ça, un spécialiste du shoot, un spécialiste de la défense, des choses comme ça. Nous, on a beaucoup de role players qui sont capables de faire d'autres choses. Pour revenir sur Grant Williams, du coup, parce qu'on va sortir quand même la stat, match 7, donc quand même un des matchs, c'était le joueur du 5 majeur qui avait disputé le moins de match 7 dans sa carrière. Bah voilà, 27 points, 6 rebonds, 2 contre, 22 shoots pris, alors 7 sur 18 à 3 points. Il a pris 18 3 points. Le nombre de 3 points qu'il a pris, c'est plus que tous les shoots qu'ont pris les autres joueurs. Tatum, au total, il a pris que 14 shoots. Brown en a pris que 16. Grant Williams a pris 18 3 points. Voilà. C'est aussi le record de 3 points tentés sur un match 7 dans l'histoire des playoffs de NBA. Voilà. C'est Grant Williams qui Ok. détient ce record tout seul. Et ça, C'est une belle stat. alors, pour moi, cette stat et même le match 7 de Grant Williams est encore plus surprenant, enfin, est très intéressant dans le sens où il y a 1 an, 2 ans, Grant Williams, il arrive en NBA, il a pas de shoot. Et quand on voit sa saison rookie, on se dit, si lui, il shoot à 33% à 3 points, ce sera déjà très bien. Il commençait sa saison rookie à 0 sur 24 à 3 points. Et les joueurs l'appelaient Ben Simmons dans Et le les gens roster. de Ben Simmons, ouais. Ça, c'était fou. Et justement, sur le match 7, Robin l'a dit, il fait des playoffs de fou contre Brooklyn. Défensivement, contre Milwaukee, il est incroyable contre Giannis. Il fait 2 premiers matchs qui sont bons, mais après, il est plus si bon que ça. Il fait 3-4 matchs, les matchs 4, 5, 6 qui sont vraiment pas terribles. Et d'ailleurs, il est à, j'essaie de faire le calcul en même temps que je vous parle, 5 sur 20, sur 24, si j'ai bien calculé. Il est à 5 sur 24 sur les 4 derniers matchs contre les Bucks, sans compter le match 7. Donc du match 3 au match 6, il est à 5 sur 24 à 3 points. Donc, bah, à peine 25%. C'est fou de le voir comme ça se transformer et devenir une machine à 3 points. Elias, Tant toi, mieux, hein.
Tant mieux d'ailleurs, parce Ah que oui, c'est à cause de complètement. ça qu'il ne le respecte pas au début du match 7. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. On parlait de l'adaptation tactique de Budenholzer, tout ça. C'est assez fou de voir que, ok, il est pas dans une bonne passe, tu décides de le laisser shooter, d'accord, mais de voir, tu vois le joueur en mettre 2, 3, 4, au bout d'un moment, tu te dis, bon, on va peut-être commencer à sortir sur lui. Surtout qu'autour, il y a du Smart et du Derrick White qui mettent pas un ballon dedans. Et Donc ouais, ça, Udoka fait une sortie sur sa conf de presse là, il vient d'en parler justement. Il vient de dire en fait que sur le premier temps mort, il dit à Grant Williams, regarde comme il te respecte pas comme au début de la série, mhm. et faut punir. On connaît la suite. Ça, ouais, Ouais, Johan. surtout que, enfin, je sais pas, je suis pas certain, mais il me semble que avant de rentrer son premier ce soir, il en loupe quelques-uns quand même. Il commence à 1 sur 3 ou 1 sur 4, il me semble. Il rentre le Ouais. premier, après il en rate quelques-uns de Ah, il suite. rentre, ouais, voilà. Ouais. Ouais, donc c'est, ouais, Ouais, et c'est, aussi d'ailleurs, il a, il a tiré aucun mauvais tir, aucun mauvais 3 points. C'est-à-dire il en tire, c'est quoi, 18 on a dit? ouais, c'est ça. Il y en a un qui est un mauvais tir entre guillemets, mais c'est pas de sa faute. C'est Derrick White qui fait n'importe quoi au milieu, qui lui lance un ballon pourri et Grant Williams est obligé de tirer un tir pourri. Mais sinon, tous ces 17 autres tirs sont des super tirs. Il est, il est ouvert à 3 points, il prend les tirs, il les rentre pas, c'est pas grave. Statistiquement, c'est un très bon tir. Et ça montre une évolution, quoi. Il sait qu'il les laisse tirer. La tactique de Bud, c'est faut que Grant Williams te batte. Et Grant Williams les a battus. Et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit, enfin un peu, mais c'est pas que Grant Williams qui les bat. Faut voir les plays de Tatum en boucle. Il allait Complètement. tout le temps chercher le tireur ouvert. Et c'était pas que Grant, hein, il le faisait pour Smart, il l'a fait pour Pritchard. Tout le temps, il cherchait le tireur ouvert. Et ça montre que il sort d'un match à 54 points. Ouais. En 46, pardon. Et il sort d'un 46. match à 46 points et il distribue la balle comme jamais après, quoi. Donc c'est ça pour moi qu'il faut voir dans la ligne à 7 à 18 de 3 points à 3 points de Grant Williams. C'est que les ballons, il les a et ils sont excellents. Et c'est sur des plays que Tatum force pas et il cherche le tir. C'est même pas il le trouve, c'est il le cherche le tir pour Grant. Et ça c'est exceptionnel. Et pour la suite, c'est Surtout, très important. surtout sur un match 7, pour faire une petite parenthèse sur Tatum, je pense que un match 7 à domicile, un franchise player qui se retrouve à avoir que le troisième plus gros nombre de tirs tentés dans le match, puisque Grant Williams et Jaylen Brown en ont pris plus que lui, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ne serait-ce qu'accepter ce genre de situation. Être le franchise player et avoir deux joueurs qui prennent plus de shoot que toi dans un match 7 à domicile. Et c'est pas parce qu'il a été cadenassé par la défense, parce que comme tu l'as dit, c'est vraiment lui. Alors, il a été quand même bien défendu. Robin l'a dit, Wes Matthews qui fait une très bonne série sur lui. Il a eu un peu de Jrue Holiday. Mais non, c'est vraiment lui qui a été cherché à faire jouer les autres. Et pour revenir sur Grant Williams, comme l'a dit Robin là, dans le chat, c'est vrai que le pire, c'est que Grant Williams, donc il finit à 7 sur 18 à 3 points, il prend 18 3 points et il en refuse. Justement, comme tu l'as dit, Elias, au début du match, il commence à 1 sur 3, 1 sur 4. Et quand il voit qu'il commence à pas les mettre, il y en a un ou deux qui refusent de prendre. C'est-à-dire que potentiellement, il aurait pu en mettre, alors il les aurait peut-être pas mis, mais il aurait pu en prendre un ou deux en plus sans problème de shoot qu'il devrait prendre. Alors du coup, Elias, bon, on a parlé un peu de tout, on s'est échangé la parole, mais je sais pas si tu nous as donné, toi, une de tes surprises ou de tes choses qui t'ont vraiment plu sur la série de manière générale. Je sais pas si c'est une surprise parce qu'on a été vraiment bon sur ça récemment depuis notre série de victoires depuis fin janvier, on va dire. Mais on a gagné 2 matchs à l'extérieur chez les Bucks. Et ça, j'ai fait la preview. Hein, j'ai annoncé qu'on gagnerait en 7 et que personne ne prendrait de match à l'extérieur. Donc sur ça, clairement, je me trompais. Donc je m'y attendais pas du tout qu'on réussisse à aller gagner des matchs à l'extérieur. Encore moins dans la situation dans laquelle on était. Gagner le match 4 à 2-1, sachant que si la série passe à 3-1, c'est très très compliqué de revenir. Et gagner le match 6 à 3-2, alors que bon là si on perd, Pour moi, c'est la le plus série est dur. finie. C'est clairement très très dur à faire. Donc ça montre mentalement à quel point on est fort et à quel point cette équipe peut aller loin. Et bon, je l'ai dit, je m'y attendais pas du tout. Ouais, résilience, je sais pas si c'est un mot en français peut-être. Voilà, ça montre la mentalité et ouais, c'est une équipe très forte et même si on est quand même relativement jeune, hein, nos franchise players sont pas si vieux que ça. On commence à avoir de l'expérience.
En âge, ils sont peut-être encore jeunes, mais je pense on peut les appeler des vétérans. Hein. J'ai vu une stat, Tatum a autant de matchs que Damian Lillard en playoff dans sa carrière. Voilà, il a 24 ans. Donc je pense que c'est ça qui m'a le plus surpris, c'est mentalement à quel point on était fort, à quel point on a réussi à revenir dans les matchs, entre les matchs, sur tout ce qu'on faisait. Il y a pas eu que du bon, mais on a toujours réussi à revenir et à corriger ce qu'on faisait. Donc ouais, c'est ça le point surprise pour moi. C'est vrai que c'est, comme l'a dit Robin, résilience et ouais, le mental en fait de cette équipe. Comme tu l'as dit, ils sont jeunes. Alors du coup là, j'ai la page de Basketball Référence. C'est assez intéressant. Il y a Al Horford évidemment qui a 14 années d'expérience dans la ligue. Sorti d'Al Horford, t'as Marcus Smart qui a 7 ans dans la ligue. Sinon, il n'y en a pas un seul qui est au-dessus de 5 années. Et en fait, c'est donc le troisième plus expérimenté de l'équipe, c'est Jalen Brown qui a 5 années. Et il est à égalité avec Nick Stauskas. Et un coach rookie, hein, je peux me Et permettre. alors, un coach rookie. Et sinon, derrière, bah, c'est Tatum qui est 4 années dans la ligue. Et voilà, c'est que des 4 années, des troisième, quatrième années. Donc, non, c'est vrai que c'est fort. Mais par contre, voilà, t'as vraiment ce truc, ils sont jeunes, mais ils ont toujours connu les playoffs. Et pas mal de matchs 7 et je pense que c'est aussi ce qui peut faire la différence. D'ailleurs, au début du match, je sais pas si vous avez vu ça, c'est ESPN qui avait passé ça à la télé, le nombre de matchs 7 disputés par chaque joueur du 5 majeur dans les deux équipes. Et je crois que côté Bucks, en dehors de Giannis peut-être, ou je sais plus, qu'on avait disputé 4 ou 5, mais sinon tout le monde était à juste 1 ou 2. Alors que côté Celtics, il y avait Grant Williams qui était à seulement 2 matchs 7 disputés, il me semble. Et sinon, tout le reste, c'était beaucoup plus. Donc ouais, il y a un mélange de jeunesse et d'expérience qui est assez fou. Robin? Ce que je trouve top aussi, c'est que en attaquant ces playoffs et même l'année, on sait que c'était la première année en fait où notre front office construit autour des Jets. Et du coup, toute l'année, tu te dis comment on va faire pour mieux les entourer, quel profil on aimerait, est-ce qu'ils sont entourables? C'est aussi quand tu as des jeunes stars qui poussent en fonction de leurs états d'esprit, leur façon de jouer, etc. Et ce qu'a dit Elias avant un petit peu fait un beau pied de nez quand même à toutes les personnes qui cataloguent encore Tatum dans un croqueur fou, etc., etc., c'est qu'en fait, on a une série où clairement on avait besoin de role-players et qu'ils ont répondu à la perfection, même ceux qui normalement étaient pas censés fit avec des Jets. Hein. Même ceux qui, par exemple, du Derrick White ou des choses comme ça, où on pouvait les interroger sur le fit parce qu'on sait que les Jets font le shoot autour d'eux, etc. Et tout cela ont répondu présent. Et, et le game set, encore une fois, est vraiment symptomatique de ça. C'est-à-dire que t'as que des mecs autour qui ont quand même performé chacun dans leur style, avec des Jets qui ont accepté que leurs coéquipiers performent et ont fait même pire, c'est-à-dire qu'ils les ont mis dans les meilleures conditions possibles. Là, vraiment, Tatum perd 7 ballons ce soir, si on veut être un peu chafouin, etc. Mais le match qu'il fait en termes de playmaking, en termes de la qualité des kick-outs qui ont été faits, etc. La façon dont ils ont ciblé Allen tout le long, aller le chercher avec les écrans, ramène-le moi, pour forcer les aides, pour pouvoir kick-out avec les mecs libres dans les corners, etc. Ça montre clairement que les Jets ne devront pas être entourés. Ils sont déjà entourés. Et ça, c'est la meilleure nouvelle que tu peux avoir, surtout vu les finances qu'on a. C'est que mine de rien, tu as quand même fait une majeure partie du boulot pour devenir contender. Ça, c'est encore une fois, c'est que des voyants qui sont ouverts. Je pense ouais, tout ça, on y reviendra à la fin des playoffs. Je pense que peu importe l'issue, alors évidemment, C'est ça. on vise les finales NBA, on vise le titre, surtout en tant que fan. Je pense que vu le début de la saison et vu l'intersaison, comme on l'a dit, de nous, coach rookie, une équipe qui même si elle a fait beaucoup de matchs, reste quand même globalement assez jeune. Première vraie saison avec Jason Tatum en seul capitaine à bord, on va dire, pas de Kemba, pas de Kyrie, pas de Gordon Hayward. Donc ça, on y reviendra. Je pense que la saison est déjà quand même pas mal réussie, peu importe ce qui se passe dans la suite.
Mais il faudra parler, je pense qu'on en parlera en long et en large de Jason Tatum, hein, et de son évolution. Lui qui a souvent été critiqué comme un scoreur soliste, comme la mauvaise face du Kobe Bryant. Voilà, le côté leader pas toujours top, qui pense qu'à sa gueule et qu'à ses shoots. Là, je pense qu'en termes de leadership, plus que dans le jeu en lui-même d'ailleurs, en termes de leadership, Tatum a fait un gros pas en avant. Et on en reviendra, je pense, en long et en large lors de l'intersaison. Les gars, je voulais revenir du coup sur un dernier point. Alors, j'avais noté déception, mais on vient de gagner, on vient de sortir les champions en titre dans un match 7 à domicile, donc je sais pas s'il y a beaucoup de déception, mais du coup, je le tournerai autrement. Je veux plus dire quels sont les points, pour finir sur un aspect un peu moins négatif, quels sont les points qui vous ont pas plu ou que vous avez envie de corriger pour être encore meilleur pour la série d'après. Elias? Euh, une des choses qui m'a un peu inquiété, j'en parlais avant sur le game plan des Bucks, c'était la manière dont on montait le ballon et dont on perdait beaucoup trop de ballons. Notamment Jaylen Brown qui avait vraiment pas l'air à l'aise du tout avec son handle et comment il gérait le ballon. Il a sur la série, si j'ai bien calculé, 25 assists pour 21 turnovers. Donc c'est pas un très bon ratio. 21 turnovers en 7 matchs, ça fait un peu trop, je trouve. Surtout de la manière dont il perd les ballons. Il perd beaucoup de ballons vraiment bêtement. Il perd un dribble ou il fait une passe dans le vide. Et ça a été un peu récurrent dans tous les matchs. Et pour moi, c'est ça. Si on doit trouver du négatif dans tout ce beau basket, c'est ça. Ça a été surtout Brown, un peu Tatum aussi, un peu Smart. La manière dont ils avaient un peu trop tendance à perdre le ballon facilement et à se faire trop facilement déranger par une bonne défense de Jrue Holiday, Wes Matthews et Jalen Carter au début. C'est vrai que le handle, on en parlera aussi pendant l'intersaison de Jaylen Brown parce que autant il y a eu des progrès sur plein d'aspects et la saison dernière on a loué les progrès dans son handle, autant cette saison il y a plus d'un match où on a regretté de voir Jaylen Brown essayer de créer, notamment avec un handle pas toujours au top. Johan, je sais pas si toi t'as un aspect du jeu, quelque chose qui t'a pas plu ou que t'aimerais corriger ou voir être un peu mieux joué pour les prochaines séries, pour la prochaine série? Bah écoute, là tout de suite, je suis peut-être encore un peu trop sur le nuage du Game 7, mais non, là il y a rien. Oui, si, bon, et après il y a des petites choses comme ça. C'est vrai qu'il y a certains fans qui ont pu reprocher la fin de match de Marcus Smart sur le dernier match. Il y a le fait que 2 fois on est devant et qu'on se fait remonter. Il y a des petites choses comme ça, mais bon, enfin, face à une équipe aussi costaud que les Bucks avec Jrue Holiday qui fait une fin de match absolument extraordinaire sur le fameux match où certains ont pu faire des reproches à Smart. Non, là, franchement, comme ça, j'ai rien de très construit à reprocher. Je trouve que d'aller sortir le champ, enfin que si jamais on avait perdu cette série, peut-être que je me dirais on aurait pu faire plus gaffe à ci, à ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a fait quand même une très très grosse série, que en face ils étaient monstrueux. Et le fait de sortir vainqueur de cette série, même s'il y a certainement des choses perfectibles, mais non, moi je j'ai pas de reproche clair à faire là. Ouais, c'est clair. Non, mais je comprends. C'est sûr que quand tu viens de gagner un match 7, sortir champion en titre, comme dit, c'est dur de réussir à trouver, de se dire qu'on peut être encore perfectible, mais je pense qu'on peut. Il y a pas mal d'aspects. Robin? Il y a, moi, la combinaison de turnover défense en transition qui m'a, notamment sur certains matchs, qui m'a même énervé. J'ai trouvé que, notamment avec des discussions sur les arbitres, etc., on a une séquence, je crois que c'est dans le match 3, là-bas, où on a même Grant Williams qui se permet de parler à l'arbitre sur une transition. Derrière, on prend Et là-dessus, je pense qu'il faudra faire attention contre le Heat, notamment. Euh, mais ça, oui. Je pense que si on veut vraiment espérer aller au bout, et aujourd'hui, si on sonde la Celtics Nation, je pense que malgré tout, ça commence à germer un petit peu dans les têtes de chacun. C'est vraiment un aspect où il va falloir qu'on soit encore plus sérieux. Euh, les fins de match n'ont pas toujours été sables. On n'a pas non plus montré aussi beaucoup plus, et il y avait quand même une défense qui était élite en face.
Donc ça arrive à beaucoup d'équipes, mais le combo turnover et défense en transition me semble être quelque chose beaucoup plus facile à gérer euh, en termes d'attention pour les joueurs, etc. et rapidement corrigible. Et sur cette série, il y a des fois, sachant plus qu'ils étaient élites, je pense qu'on a manqué de concentration ou de justesse. Ouais. Ça aurait pu nous coûter cher. Après, c'est ce qu'on dit souvent, enfin, ce qu'on a déjà répété plusieurs fois. Quand tu as un match, enfin une série d'une telle intensité que tu demandes autant d'énergie et d'implication défensive, tu peux pas jouer à 100% pendant 48 minutes, donc c'est normal il y a des moments où il y a du relâchement, surtout quand tu commences à prendre 12, 13, 14 points d'avance. Je pense que n'importe qui a déjà fait un sport collectif, hein, pas forcément que le basket d'ailleurs, quand tu commences à prendre un peu d'avance dans le score, inconsciemment, tu as toujours tendance un peu à te relâcher, encore plus quand on te demande tant une telle débauche d'énergie avant, donc c'est compréhensible, mais oui, il y a encore quelques points de concentration, quelques problèmes de sélection de shoot parfois sur certains joueurs. Moi, je vais plus partir sur c'est pas forcément une déception ou un truc négatif qu'on a vu, c'est plus, en fait, c'est sur Robert Williams. Faut pas oublier que certes, les Bucks ont pas eu Middleton et Middleton est un All-Star, ce que n'est pas Robert Williams, mais on sait aussi l'importance qu'a Robert Williams dans le système défensif, notamment des Celtics. Et autant contre les Bucks, je pense que son absence était moins embêtante parce que c'était pas une match-up qui lui allait si bien que ça. Autant contre le Heat, et on en reviendra après parce qu'il y aura un autre podcast, ou peut-être sous forme de space, qui sortira pour faire la preview. Mais je pense que contre le Heat, Robert Williams, la présence de Robert Williams sera assez importante. Parce que Bam Adebayo, c'est quand même un registre assez différent d'Antetokounmpo. Justement, lui, il est plus que ce soit offensivement ou défensivement, ça va être plus dans un style de seconde lame. Et ça va être important d'avoir justement la défense en deuxième rideau de Robert Williams, je pense, sur ce truc-là. Donc ouais, moi, le point que je voudrais voir pour la prochaine série, c'est si la santé de Robert Williams, tout simplement. Après, c'est peut-être un peu pour ça aussi que Ime l'a pas fait jouer ce soir, parce que il avait bien précisé avant le match, il me semble avoir vu passer qu'il jouerait si on avait besoin de lui. Enfin, je sais pas comment il a formulé ça exactement. Ou un truc comme ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu te dis c'est vrai que quand tu le vois pas rentrer en début de match, tu peux être sûr de rien quand c'est Thaïs qui rentre, mais le fait qu'il rentre pas, c'est peut-être aussi de se dire bon, t'as le genou qui est fragile, on n'est pas sûr que t'es à 100%. Si on peut gagner ce match sans toi et te préserver pour la série suivante, c'est bingo, quoi. C'est ça. Ouais, je pense que c'était l'idée. Les gars, est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit truc ou on clôture là-dessus? Non, je pense qu'il y a une revanche à prendre là. Clairement. Ouais. Donc On j'ai en vu a que déjà pris le deux compte français de sur trois. Miami avait déjà tweeté même avant la fin du match le compte d'Adebayo. Euh, donc du coup, moi je suis très très content en plus de rencontrer Miami parce que c'est encore un autre style d'adversaire et le parcours en devient vraiment magnifique. C'est-à-dire que là, on a vraiment la chance d'affronter trois adversaires avec des top qualités et de pouvoir tester le groupe jusqu'au bout, hein. On n'oublie pas que pour le front office, pour bosser, c'est quand même bien de voir le groupe le plus longtemps possible dans les cas de figure qu'on a. Sans parler qu'on a encore un groupe jeune qui continue d'apprendre énormément et que c'est dans ces batailles-là, avec des adversaires comme ça, qu'on peut espérer justement développer en interne et avoir des plus-values internes pour la suite. Donc, je pense que toute la Celtics Nation devrait être très content de tout ce qui se passe et de tout ce qui va se passer. D'ailleurs, défaite ou victoire sur la prochaine série. Parce que d'ores et déjà, à l'heure actuelle, je pense qu'on peut tamponner la saison comme réussie plus, clairement. Donc, qu'on profite bien, qu'on dorme bien, parce que en plus, les horaires des prochains matchs sont complètement pourris. Donc du coup, moi je suis vraiment hyper content et très fier de l'équipe qui représente nos 6 sur ces playoffs.
C'est intéressant ce que tu as dit sur les oppositions, parce que je crois que tu avais dit ça, je sais plus si c'était sur Twitter ou dans le Discord, j'avais vu un de tes messages où tu avais dit ce qui va être très intéressant, c'est de voir qu'en fait les Celtics vont avoir trois grosses équipes, mais surtout trois oppositions totalement Complètement différentes. différente. On a l'opposition Brooklyn qui était vraiment une armada offensive, notamment via KD et Kyrie. Là, on était plus sur une grosse équipe physique, intense, défensive. Et Avec une âme de champion, en plus. exactement. Et le Heat, ça va être très tactique parce que Spoelstra, hein, qui est quand même un des meilleurs coachs, si ce n'est le meilleur coach actuel en NBA. À Donc l'Est, c'est l'équipe la mieux coachée, je pense. ouais, complètement. Ouais, Euh, et l'autre point sur lequel je voulais revenir, enfin c'est juste une petite anecdote marrante, c'est Johan qui m'y a fait penser. C'est vrai que là on va affronter, on a pris 2 revanches et on va pouvoir avoir l'opportunité d'en prendre une troisième parce que les 3 dernières années de playoff, on s'est fait éliminer en 2019 contre les Bucks. À l'époque, dernière saison de Kyrie. 2020, on se fait sortir par le Heat et 2021, on se fait sortir par les Nets. Donc, il y a moyen de faire un beau 3 sur 3. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, Johan ou Elias? Non, Vas-y, Johan. ouais. Enfin, c'était la même chose que ce que tu viens de dire. Ouais, c'est vrai que de pouvoir venger entre guillemets 3 saisons en une seule série de playoffs, ce serait pas mal. Et puis sans compter que, ouais, comme a dit Robin, je suis tout à fait d'accord. Le parcours serait quand même assez extraordinaire, quoi. Tu sors les Nets qui sont l'épouvantail que personne veut prendre. Tu sors les Bucks qui sont champions en titre. Si on va pas s'emballer, mais si on sort le Heat qui finit quand même premier de la conférence, ça fait quand même un parcours de dingue pour arriver jusqu'en finale NBA. Et là, ce sera du très très gros niveau, quoi. Complètement, ouais. Elias, un dernier mot. Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter, c'est juste pour si jamais je suis pas là pour la preview, juste dire Celtics en 5. Je crois pas, je crois pas au Heat. J'avais peur des Bucks, j'ai beaucoup moins peur du Heat. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Celtics en 5. Et pour le coup, tu avais dit que tout le monde gagnerait leur match à domicile, ce qui Oui, était j'avais faux, quand même dit Celtics en 7. mais par J'avais quand contre, même t'as dit dit Celtics en Celtics en 7. 7. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Parfait. Bah, les gars, du coup, merci d'avoir veillé aussi tard et d'avoir accepté d'enchaîner un match 7 assez fou, accompagné de quelques bières à consommer avec modération, évidemment, et d'avoir enchaîné avec ce podcast. Ouais, merci à vous. Du coup, pour les auditeurs, on va revenir très vite sur on ne sait pas trop encore le format. Je pense que ce sera probablement un space parce que le temps de faire un autre podcast preview, ça paraît assez compliqué le temps de le faire et le temps de le publier parce que le match contre le Heat, c'est dans la nuit de mardi à mercredi. Donc ça paraît assez compliqué en termes de délai, mais on va organiser quelque chose. Ce sera voilà, un space, un live. On va voir, mais on va vous faire quand même quelque chose. Donc voilà, j'espère que ça vous a quand même plu et évidemment, on espère le mieux pour la série à venir, mais on en reparlera en détail dans la preview. Les gars, merci à vous. Je vous Bonne souhaite soirée à une tous. bonne soirée, même une bonne Bonne nuit. soirée. Ouais, toi aussi. Ouais, on va pouvoir y aller, là. Moi, je vais en boîte. Enchaîner avec l'autre Game 7 pour moi, mais bonne nuit à vous. C'est vrai qu'il y a un beau match, Ouais. match Ah, à 7 qui enchaîne. Ouais. Ah tiens, d'ailleurs, Allez, alors, qui gagne ce Game 7 en face? Ah. moi j'ai envie que ce soit Luka. Enfin, les Mavs. Mais j'ai envie Je que vois ce mal soit. les Suns perdre quand même. Ah, c'est chaud, hein. Très très Moi, chaud. je m'en fiche. C'était une question piège. C'était la bonne réponse. Moi, je préférerais jouer les Suns en finale NBA que les Mavs. Non, je vais Miami. De toute façon, on va déjà jouer Miami. Et je Ne pense Ouais, défendez que pas bien le sûr. karma, s'il vous plaît. c'est que mon avis perso, Concentrons-nous sur mais les culturistes, là. Et puis que on ce verra. soit Suns ou Mavs, je pense que ce sera les Warriors et l'Ouest. C'est un autre sujet. Ça marche les gars, bah allez. Bonne soirée, bonne nuit à Salut. tous et à la prochaine pour la Merci. preview du Celtics Heat. Allez, ciao. Salut. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on
on the drive. Pull-up jumper. It's good. Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots from both teams, Jeff, down the stretch.